D'abord, ravi de vous retrouver et ravi de vous retrouver à la Questure. Ça, vous avez vu que bon, vous êtes à nouveau bien accueillis au 3e étage, grâce à Eric. Et bon, ça nous fait très plaisir de le faire dans ces conditions, d'avoir enfin récupéré la question des gaullistes. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est important pour nous. Sur bon, le sujet d'actualité, on a donc après-midi, vous savez, on a le vote solennel sur le texte Société de confiance. On a décidé en réunion de groupe ce matin de s'abstenir en première lecture. On a avancé sur bon, notamment 2 sujets sur lesquels on avait beaucoup bataillé. Sur les regroupements des chambres d'agriculture, donc le gouvernement a reculé sur ce point. Sur le TEG, là aussi, vous avez le taux effectif global, là, sur les histoires de taux d'intérêt, puisqu'ils avaient décidé, pour une raison qui surprenait beaucoup, de ne plus le faire figurer sur les prêts des entreprises. Or, pour nous, c'était important, tout simplement, d'avoir ce taux qui soit inscrit sur les prêts. Donc, ils l'ont remis sur les taux fixes, pas sur les taux variables, bon, en sachant que pour les entreprises utilisent assez peu les taux variables, on les utilise plus dans les prêts à la consommation. En revanche, sur l'éolien, on n'a pas avancé, c'est pour ça qu'on ne vote pas le texte, puisqu'ils sont restés sur une position qui lève toutes les contraintes sur l'éolien, et donc nous, ça nous amène aux plus grandes réserves. Et puis sur le fond du texte, bon, la réalité c'est que des déclarations de principe sur le droit à l'erreur à la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, puisque en fait c'est des abaissements de pénalités, ce que l'administration fiscale faisait souvent déjà auparavant. À partir du moment où il y avait un recours gracieux qui était monté, souvent il y avait ces aménagements qui étaient faits. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose sur le fond qui change. Et puis bon, ce texte, le moins qu'on puisse dire, c'est de ne pas faire la révolution. Donc voilà pourquoi on a décidé en première lecture d'être sur une position d'abstention. Alors, un autre point, j'ai évoqué ce matin en conférence des présidents sur les commissions d'enquête. Monter un peu le son en quelque sorte en conférence des présidents ce matin, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'application de notre règlement, et le président de l'Assemblée, bon, clairement, s'assoit sur un des articles de notre règlement, qui est l'article 139. L'article 139 de notre règlement, je vous invite à aller le regarder, il stipule que lorsqu'il y a la création d'une commission d'enquête, cette commission d'enquête est notifiée au garde des Sceaux, et le garde des Sceaux s'assure qu'il n'y a pas de procédure judiciaire en cours sur les faits qui ont motivé le dépôt d'une proposition la proposition de loi, la proposition de résolution. Or, on est précisément dans ce cas parce qu'il est fait dans la proposition de commission d'enquête demandée par le groupe En Marche, par Mme Brompili, il est fait expressément référence à des cas d'intrusion dans des centrales nucléaires. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux, dans une lettre du 13 janvier, puis du 23 janvier, le dit précisément en disant qu'il y a effectivement, je la cite, si j'ai renoté, elle reprend, donc, puisqu'il elle fait effectivement précisément référence à ces faits, comme quoi il y a une procédure judiciaire qui est engagée. Donc je l'ai dit ce matin en conférence des présidents, la réponse du président de l'Assemblée, qui pour le coup ne convient absolument pas, il m'explique que je fais une interprétation littérale de notre règlement et qu'il faut se mettre dans l'esprit du règlement, sauf que le règlement c'est la lettre. Et donc on a un président de l'Assemblée nationale qui reconnaît qu'il y a un règlement, qui reconnaît qu'il n'est pas en conformité avec, mais qui considère que dans l'esprit il sera appliqué. Enfin, c'est invraisemblable comme attitude de la part à la fois du président de notre Assemblée et puis du groupe En Marche et qui porte cette commission d'enquête. Je pense qu'on n'a jamais eu de président de l'Assemblée qui soit comporté de cette manière. Sans compter qu'il y a un autre sujet que j'ai évoqué aussi, qui est
là aussi sur un mode de fonctionnement pour le moins surprenant en commission de la Défense, où nous avons un rapport sur le service militaire qui a été préparé par deux de nos collègues, une collègue En Marche et puis Marianne Dubois pour nous, donc comme on fait toujours sur ce type de rapport, un de la majorité et un de l'opposition. Ce rapport devait être présenté sur la mise en place d'un service national, et parce que, semble-t-il, les conclusions ne conviennent pas au président de la République et au gouvernement, eh bien c'était tout simplement reporté sine die, où le président de la commission de la Défense a dit bon, on verra ça plus tard. Alors là, on a appris ce matin que ce serait vraisemblablement fin février, de façon à ce que je pense que le président de la République puisse intervenir sur ce sujet, ou le ministre de la Défense, je ne sais pas très bien d'ailleurs laquelle ministre de la Défense, mes collègues de la commission de la Défense me disaient ce matin qu'ils ne l'ont pas vu en commission depuis début novembre. Depuis 3 mois, on n'a pas vu la ministre de la Défense. Donc voilà sur les sujets qu'on a évoqués ce matin, mais on a aussi évoqué les résultats de nos élections partielles, hein, où l'analyse, l'on en fait, maintenant c'est la mobilisation qui doit être la plus importante pour dimanche prochain. Les résultats sont malgré tout assez probants. C'est-à-dire qu'on a du côté des Républicains une très forte progression, hein, très significative, un tassement très fort d'En Marche, indiscutable, et un effondrement du PS et du Front National. Si on prend les chiffres, pour Yann Boucard, c'est sur le territoire de Belfort une progression de 15 points, très rare dans une partielle, on progresse ainsi, et En Marche baisse de 5 points, donc ça fait un différentiel de 20, et le PS est à 2%, dans une circonscription qui a été celle de Forny, qui était très industrielle. Le PS est à 2, et le Front National baisse de 10 points, passe de 17 à 7, ce qui veut dire que ça nous met dans une logique où les Républicains sont reconnus comme la véritable force d'opposition de manière indiscutable lorsqu'on regarde ces résultats. Et si on prend ceux du Val d'Oise, on est là aussi pour notre candidat Antoine Séquia sur une progression de 6 points, et En Marche s'effondre de 6 points, donc un différentiel là aussi de 13, même si notre candidat est encore derrière, mais il y a un rattrapage énorme, hein. Il progresse de 6 points, En Marche descend de 7, et sur le Front National, le PS, c'est pareil, il doit être à 6 points, quelque chose comme ça, et le Front National, même chose, diminue pratiquement de moitié, pas tout à fait, mais baisse aussi de manière très significative. Voilà les sujets qu'on a évoqués ce matin. Bon, je n'ai pas commencé, j'aurais dû commencer par là pour présenter mes vœux, mais on a eu l'occasion de le faire à d'autres points de presse. C'est l'occasion, même si on peut le renouveler avec plaisir, mais de se retrouver de manière un peu plus conviviale, comme on essaie de le faire chaque fois au mois de janvier. Et si vous avez des questions, je les prends tout de suite, sinon on fait les radios télé. C'est bon? Oui. Vous ne pas quand même la partie choc, voire mieux, quand vous dites que vous êtes la première force d'opposition? Oui, je pense qu'on est un peu devant la France insoumise, non? Non, mais je sais pas, chacun analyse les résultats. Plutôt le sentiment qu'on est devant. C'est beaucoup moins que le PS, par exemple. Oui. De toute façon, là, il y a des transferts qui se font à gauche, qui sont faits avec le PC, la France insoumise et une partie du PS. L'effondrement du PS vient passer quelque part. Mais la réalité, c'est que la réalité des résultats, elle est sans discussion. À la fois sur notre progression et sur le recul du gouvernement. C'est en ça qu'à chaque... Ces élections partielles, il faut toujours être prudent sur l'analyse qu'on en fait, mais à chaque fois, on porte toujours un regard, 6 mois, 8 mois après des élections, quand on a des partielles, c'est l'occasion de regarder d'abord si l'opposition rebondit après la défaite des législatives, et si le pouvoir en place régresse ou pas. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'à la fois on progresse très largement, et les candidats du pouvoir en place régressent très largement.
ça vraiment le point fort de l'analyse. Monsieur Jacob, sur le cas Darmanin, vous n'en avez pas discuté apparemment. Non, vous. Excusez-moi, je parle. Non, mais je dis oui, non, ça ne fait pas partie de nos préoccupations. D'accord. Vous avez un avis personnel à défaut d'avoir une position de vote? Oui, j'ai dit, moi, je pense qu'il y a deux choses dans ces affaires. Il y a à la fois le temps judiciaire et le temps médiatique. Je pense que le temps judiciaire, quand il met en cause des personnalités, et pas des moindres, parce que c'est le ministre du budget, il faut qu'il aille vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suspendre un ministre du budget ainsi une procédure judiciaire. Là, une enquête préliminaire a été rouverte. Il faut maintenant que la justice se prononce rapidement. Ce qui est surprenant, c'est le silence assourdissant du président de la République, qui en règle générale se précipite pour intervenir sur tous les sujets. Là, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il ne le fait pas. Après, la décision de son maintien, c'est à M. Darmanin, en son âme et conscience, et avec le président de la République, de savoir si, effectivement, s'il continue ou s'il arrête, si le gouvernement le président de la République adopte une position différente de celle qu'il avait adoptée pour d'autres mises en cause qui n'étaient pas non plus mises en examen. Il avait invité à démissionner, après ça relève de leur décision. Mais en tout cas, bon, le constat, c'est que cette enquête a été réouverte, et à partir de là, je pense que plus ça va vite, mieux c'est, effectivement.